Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Djena. Plus de 121 millions d'enfants sont encore en travail des enfants. Le coronavirus n'a pas arrangé les choses ces derniers mois. Travail domestique, portefeuille, travail dans les plantations et mines. On les retrouve un peu partout sur les différents sites. Pourquoi la lutte contre le travail des enfants n'aboutit-elle pas? On en parle dans votre émission et nous de ce jour. Nous reviendrons également sur la campagne Juste Pas qui veut mettre fin à l'exploitation des enfants. Je suis Diboli Edwige Apedo. Nos invités, Cléophas Mali, directeur exécutif de WAO Afrique et ambassadeur national de la campagne Juste Pas au Togo. Bonjour Monsieur Mali. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très très bien, comme vous me voyez. Et la WAO? La WAO se porte elle aussi très bien. D'accord. Également dans ce studio, on a Laotema Akapo. Il est inspecteur du travail, chef de la cellule nationale pour l'élimination du travail des enfants et responsable communication pour le Togo de cette campagne Juste Pas. Bonjour Monsieur Akapo. Bonjour Madame. Et l'inspection et la direction du travail, tout se passe bien? Elle se porte bien. D'accord. Alors, avant de débuter, Monsieur Mali, on a parlé de la campagne, j'ai donné tout à l'heure un nom, Juste Pas. Est-ce qu'on peut comprendre de quoi s'agit-il exactement? Non, c'est une manière de lancer un nouvel élan dans la lutte contre le travail des enfants dans le monde. D'accord. Et surtout pour que ces enfants ne soient pas effectivement mis à côté. Et il faut que tout ce que l'on fait, ils puissent trouver aussi leur compte. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient leur juste part dans la recherche de financement des activités, des personnes. Il faut que ces enfants, dans tous les domaines, trouvent leur juste part. On parlera de la campagne bien après, mais Monsieur Akapo Laotema, aujourd'hui, quand on parle du travail des enfants, qu'est-ce qui sous-entend? Parce qu'on dit, est-ce que les enfants ne doivent pas travailler, mais ça prend en compte d'autres termes. Ok. Dans l'imaginaire, c'est comme on interdit tout travail de l'enfant. Voilà. Ce n'est pas aussi ça. Toute personne doit travailler, y compris les enfants. Les enfants ne peuvent pas devenir responsables demain s'ils n'ont pas été associés au travail dès le bas âge. Ce qui est en jeu ici, c'est le travail qui nuit à leur bien-être. Est-ce qu'un enfant qui est en classe de CM1, qui revient à l'école, ne peut pas aider à laver les assiettes? D'accord. Non, il doit travailler. Mais c'est un travail qui doit être proportionnel à sa capacité physique pour que le travail en lui ne soit pas l'élément qui va le détruire. Parce que l'enfant est une personne en développement qui doit être encadrée sur le plan physique, mental et même moral pour que demain il soit une personne accomplie. Donc ce n'est pas le travail en soi qui est interdit, mais c'est la ratio travail-capacité de l'enfant. C'est pourquoi il nous est même demandé de faire en sorte que dans notre pays, jusqu'à 15 ans, les enfants aillent à l'école. Ça ne veut pas dire que jusqu'à cet âge, ils ne vont rien faire. Il y a des travaux qui sont légers, des travaux qui les préparent à une vie de demain. D'accord. Alors, donc, si on comprend bien, la lutte contre le travail des enfants, c'est plutôt les pires formes de travail des enfants, Monsieur Mali. Oui, au fond, c'est justement, vous avez compris. Et toute la définition, l'analyse qu'il a faite, c'est ça. C'est vous dire, un travail socialisant, on ne peut pas dissocier un enfant d'un travail socialisant. L'enfant qui apprend à balayer sa chambre, l'enfant qui fait son propre lit, l'enfant qui lave les assiettes, ça, tout ça, l'enfant qui se lave lui-même, tout ça, c'est des travaux qui permettent à l'enfant d'être socialisé. Même si on semble des fois dire que l'enfant, par exemple, je donne un exemple, un père qui se fait accompagner au champ par son enfant pour qu'il le regarde travailler dans le champ. Je n'ai pas dit que l'enfant travaille, mais c'est aussi une manière de commencer à préparer cet enfant à devenir un bon agriculteur demain. Donc on peut pas, c'est pas ça que nous refusons. Mais c'est le mot, comme vous l'avez bien dit, les pires formes de travail de l'enfant. Alors, quand on prend en compte les pires formes de travail des enfants, qu'est-ce que cela relève? À quel niveau on parle de pires formes de travail des enfants, Laotema Akapo? Ok.
la définition, la qualité de pire forme de travail a été définie dans la Convention 182 en son article 3 et aussi dans le Code du travail du Togo de 2006 en son article 151. On définit les pires formes de travail des enfants en identifiant 4 chapeaux de travaux, 4 types de travaux qui rentrent dans ce qu'on appelle les pires formes de travaux des enfants. Il y a d'abord dans le premier chapeau ce qu'on appelle l'esclavage, la traite et toutes les pratiques analogues. Quand on est dans ce chapeau, on voit là des travaux qui sont de nature à envilir la personnalité de l'homme. Ça alors enlève ce qu'on appelle la dignité. Quand on parle de l'esclavage, nous tous nous savons, même si on n'a pas tous été à l'école, on sait ce que c'est que l'esclavage. Donc dans ce premier chapeau, on a des enfants aussi qui sont victimes d'esclavage. Aujourd'hui, on parle plus d'esclavage moderne. De la traite. De la traite, et voilà. Donc, dans le second chapeau, on voit des enfants qui sont associés à de la pornographie. L'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle. D'accord. Il y a récemment certaines images qui ont couru où des enfants à TV ont été assimilés. C'est ça aussi. Dans le troisième chapeau, nous voyons les travaux illicites. Les travaux qui sont interdits par l'autorité en raison de leur dangerosité. Regardons un peu la vente de stupéfiants, la drogue. Même aujourd'hui, le carburant frelaté qui est interdit en raison de son caractère dangereux. Voilà, c'est le troisième chapeau. Et dans le quatrième chapeau, il y a les travaux dangereux qui, par leur nature, sont de nature à nuire à la personnalité de l'enfant. Je donne un exemple. Un enfant de ne serait-ce que 16 ans, une jeune fille, est-ce qu'elle est protégée quand elle se retrouve dans un bar, dans un restaurant, dans un hôtel? Non. C'est un travail dangereux. Parce que la jeune fille n'a pas le réflexe pour résister à certaines tentations. Donc, ce travail, déjà, par sa nature, est dangereux pour la personne de la jeune fille. Donc, quand un enfant est dans ce type de travail, on dit que c'est un travail dangereux, où il faut travailler pour le soustraire. Donc, vous voyez que les pires formes de travail des enfants, c'est en lien avec le caractère nuisible. Ce qui met en danger, en fait, l'enfant. Ça met en danger l'enfant. Et quand on parle de ce travail, M. Akapo a expliqué tout à l'heure les différentes formes de travail interdites aujourd'hui, interdites dans certains pays, même pratiquement tous les pays, puisque vous luttez pour cela. Mais aujourd'hui, quand un enfant travaille, par exemple, dans une plantation, comment cela agit sur lui demain? Oh là là, vous avez donné une belle illustration que je vais expliquer. Tout à l'heure, je parlais. J'ai dit que si un père se fait accompagner dans son champ, mais qui ne fait pas travailler l'enfant, voyez la nuance. Lorsqu'il se met à travailler avec lui, je vais vous donner un simple exemple. Aujourd'hui, notre agriculture est dominée par les pesticides. Lorsqu'on fait des pulvérisations et que l'enfant participe, par exemple, à cette pulvérisation, ça nuit d'abord à la santé du père, l'adulte, s'il ne se protège pas bien, à plus forte raison pour le petit garçon. Le fait qu'un enfant utilise la machette, par exemple, pour couper des arbres, vous savez toute la force qu'il peut utiliser. Lorsque, par exemple, dans la région des plateaux, il y a le café, le cacao, et que l'enfant participe à la récolte et qu'après il doit transporter des paniers qui dépassent son poids, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a même le BIT a fait une listine de poids par rapport à l'âge de l'enfant. Et si ça dépasse cela, j'ai l'habitude très souvent de donner un simple exemple. Prenons même les domestiques dans nos maisons. Un enfant qui a peut-être 12 ans, quand on lui envoie acheter un carton d'eau, ça fait 12 bouteilles. Oui. Et ça fait 1,5 litre. Lorsque vous le multipliez par 12, ça fait 18 kilos que cet enfant de 12 ans ne devait pas transporter. On dit, mais toi, un simple carton d'eau, tu n'arrives pas à transporter. Alors qu'au fond, l'enfant a déjà dépassé le nombre de kilos de poids qu'il doit pouvoir transporter. Et ça, c'est des choses qui peuvent nuire à sa colonne vertébrale. On ne le verra pas tout de suite, mais au bout de quelques années, on s'en rend compte.
Et ça, c'est des choses que nous appelons vraiment des travaux à risque et des travaux dangereux pour l'enfant. Alors aujourd'hui, quelle est la situation du travail des enfants? On va prendre d'un point de vue global d'abord et puis on va revenir au Togo. Ok, avant de répondre à cette question, je reviens un peu sur les effets sur l'enfant, puisqu'on a pris un bel exemple, l'agriculture, la plantation. Nous ne devons pas oublier le fait que nos économies sont en grande partie dominées par l'agriculture. Et c'est illusoire de dire qu'un parent va aller au champ en laissant ses enfants à la maison. On vous envoie tous au champ. Bien entendu. En tout cas, pour ceux qui sont parfois en vacances, tout le monde va au champ. En fait, je veux revenir sur ça parce que moi aussi, je connais le champ. Et je sais, comme quelqu'un le disait un jour, est-ce qu'on peut, pour l'enfant que nous aimons, lui donner ce qui est mauvais? Non. Quand vous allez au champ avec les enfants, parfois ce n'est pas vous qui leur demandez de faire ceci ou cela. Eux-mêmes, en vous voyant faire, ils veulent toucher. Ils veulent toucher. Mais vous devez intervenir en tant que père, en tant que parent, pour limiter les gestes qu'ils posent. On peut le dire, apporte-nous de l'eau à boire. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais si on est en train de défricher, l'enfant vient prendre la machette. Pour le faire. La roue, pour le faire. Vous savez que l'enfant n'a pas la capacité de manier cet instrument. Et vous le laissez faire. Quand il va se blesser, c'est parce que vous avez été inattentif que cela est arrivé. Vous devez répondre par rapport à la capacité de l'enfant et au degré de jugement de l'enfant. Peut-être il est inconscient. Il pense que lui, il peut faire aussi comme le parent. Ce n'est pas évident. Mais il y a ceux qui exploitent plutôt les enfants en les embauchant pour ces J'ai pris l'exemple d'un père qui nous saurait donner une mauvaise chose à son enfant. Mais quand on vient à l'exploitation, c'est que quand nous sommes par exemple dans les pays comme la Côte d'Ivoire, où sous les cacao, la main-d'œuvre juvénile est moins chère, effectivement, les gens s'adonnent à ces pratiques. C'est là où vraiment on ne doit pas lésiner sur les moyens pour les combattre. Donc, c'est pour dire que parfois, quand on parle du travail des enfants, les gens le comprennent à tort. Tout ce que nous devons faire pour protéger les enfants, même si on doit tenir compte de nos réalités, il faut qu'on sache que un enfant qui prend une charge qui le dépasse aujourd'hui, ça va agir sur sa colonne vertébrale et à long terme, il sera déformé. Un enfant qui est dans un champ où on est en train de dépendre les pesticides, même manipuler les pesticides depuis la maison, cet enfant prend... Il inhale. Oui. Ces substances chimiques qui vont avoir un effet après des années. Et c'est malheureusement après des années que l'enfant va souffrir, l'enfant devenu adulte va souffrir. On ne se rend même pas compte que l'origine est lointaine. Mais puisque nous n'avons pas la chance de connaître les risques, même quand on écrit sur les étiquettes, on n'a pas le temps de lire. On ne lit pas, on ne comprend pas. On voit benzène, on ne sait pas ce que c'est. Et parfois, c'est dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Bien entendu. Donc, c'est pourquoi c'est les travaux qui sont à combattre. D'accord. Je reviens donc à ma question. Quelle est la situation aujourd'hui? Par rapport à la situation du travail des enfants, dans le monde, aujourd'hui, on compte près de 152 millions d'enfants en situation de travail. Je peux dire qu'il y a eu des efforts parce que entre 2012 et 2016, on est passé de 268 millions à 252 millions. Ça veut dire qu'il y a eu un bond en avant dans le sens de l'éradication de ce phénomène. Chez nous, au Togo, nous n'avons pas les statistiques récentes parce que les dernières statistiques remontent à 2010, c'est trop parti. Mais récemment, avec l'enquête mixte de l'UNICEF, on a relevé que les enfants de 5 à 17 ans, il y a au moins 48,5% qui sont soumis au travail des enfants.
et 32,9% soumis aux travaux dangereux, aux pires formes de travaux dangereux. Donc c'est un peu la situation en termes de statistiques. D'accord. Alors, M. Mali, comment expliquer que malgré les actions sur le terrain, qu'il y a toujours ce chiffre-là qui est en constante augmentation? Oui, ça dépend. Si vous prenez même tout à l'exemple même du coronavirus, devient encore un autre cas. Vous voyez que tous les foyers, surtout vulnérables, sont affectés. Les parents ont besoin de sous. Donc, automatiquement, les enfants vont aller sur le marché du travail pour aller travailler. Je l'ai aperçu quand j'ai fait des tours au niveau du marché d'Adido-Gomé, au niveau de la station, dans la capitale togolaise, seul. Marché d'Adido-Gomé, Hanoukope, etc. On a vu plus d'enfants parce qu'ils étaient à la quête des moyens, parce que les activités quotidiennes de leurs parents qui leur apportaient un peu pour la survie n'y étaient plus. Donc, les enfants doivent effectivement contribuer. Voilà, par exemple, un exemple d'un des phénomènes qui font que... Ensuite, le chômage. Vous savez, dans nos pays africains, le chômage accroît. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études qui sont sur les carreaux. Donc, cette histoire de chômage aussi pousse les jeunes enfants à aller précocement travailler pour pouvoir d'abord s'autosuffire et des fois même aider leurs parents à survivre. Donc voilà par exemple deux phénomènes que je voudrais quand même vous ressortir, que malgré tous les efforts qui sont faits, mais la dernière chose c'est que on n'en finit jamais malgré la sensibilisation, malgré les lois, c'est que la demande pour le travail des enfants s'accroît toujours et l'offre l'accompagne. Le jour où il n'y aura plus de demande, l'offre va complètement diminuer. Donc c'est aussi un véritable phénomène sur lequel nous devons pouvoir toujours agir. Parce qu'il y a la demande, qu'il y a l'offre et les gens aiment. Vous savez, quand vous prenez un adulte, vous devez lui payer convenablement, sinon il ne va pas le faire. Et les gens préfèrent effectivement prendre les tout petits. Si je prends encore les exemples des marchés de Lomé, vous savez, un enfant qui prend des bagages, je parle des portefeuilles, pour quelqu'un, à la fin, il n'y a même pas un prix convenu, c'est juste, on lui dit, tiens, comme un cadeau. Alors qu'on ne travaille pas pour avoir un cadeau, on travaille pour être effectivement payé. Les gens préfèrent effectivement utiliser la main-d'œuvre infantile pour ne pas beaucoup dépenser. Ça aussi constitue des causes qui font que le phénomène ne diminue pas. D'accord. Est-ce que les institutions et les gouvernants en font assez? Oui. Bon, si ou je bien dis non, c'est juste dans les discours ou dans les... Bon, les deux. Ça, il faut être qu'on soit en tant qu'organisation de la société civile, je vais dire que c'est effectivement les deux. Des fois, nous voyons que c'est des pires discours. Sincèrement, le budget, pour anéantir le phénomène, il y a des choses qu'on doit mettre en place. Déjà, développer l'éducation. Si je prends le cas du Togo, au moins faire un effort pour développer l'éducation, pour que tous les enfants aient accès à l'école. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais le gouvernement dira qu'il y a la gratuité au niveau du primaire et tout. Oui, c'est ça qui envoie les enfants à l'école, qui maintient les enfants à l'école, ce qui fait que les enfants ne peuvent pas rejoindre précocement. D'accord. Mais aussi, ça ne s'arrête pas à l'éducation. Même à l'intérieur de l'éducation, il y a des sous-problèmes que les moyens financiers ne permettent pas à nos gouvernements de pouvoir toucher toutes les causes qui font que, tous les effets qui font que les enfants sont précocement au travail. Et je peux le dire aussi que de jour en jour, j'ai l'impression que depuis que le BIT même n'a plus assez de moyens pour s'attaquer au phénomène du travail de l'enfant, les États africains, en majorité, ne font plus beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, parce que je connais plein d'exemples, j'ai visité plusieurs villes, plusieurs pays en Afrique, et ça c'est quelque chose que je dénonce tous les jours. Ce n'est pas le BIT qui devait venir faire le travail à notre place, mais depuis que le BIT a fini d'exister dans un certain nombre de pays, c'est comme s'il y a eu un relâchement. Et ça c'est quelque chose que
nous, organisations de la société civile, nous dénonçons de jour en jour. Alors, M. Akapo, vous êtes au niveau de la direction du travail. Comment expliquer ce relâchement dans la lutte? Avant de répondre à la question de savoir, je pense que si on doit penser les raisons qui justifient la perpétuation, l'augmentation des cas. Quand je fais mon analyse, je compare le travail des enfants à la sorcellerie. Je vais m'expliquer. Il est difficile qu'en ville, on taxe un enfant d'enfant sorcier. L'enfant dit sorcier. Voilà. Mais quand on est dans une zone rurale, il est facile qu'on cite sur la place publique même des enfants qui sont sorciers. C'est le fait de la pauvreté. C'est le fait de la pauvreté. S'il y a travail des enfants, s'il y a traite, c'est de la pauvreté. Et pour dire pauvreté, tout dépend du système de protection sociale qui est mis en place dans un pays pour que tout le monde trouve son compte. Vous devez savoir que sous d'autres cieux, même ceux qui ne travaillent pas, ont ce qu'on appelle l'allocation chômage. Dans nos pays, les efforts sont faits. Mais ces efforts sont comme des grains de sel dans la mer parce que les pays eux-mêmes ont des difficultés réelles à tous les niveaux. Il faut une vision qui va sur une longue durée avec un plan de développement vraiment ficelé qui permette à tous les secteurs de répondre et aller au même moment. Si nous, au niveau du travail, nous luttons contre le travail des enfants, nous protégeons les travailleurs dans les entreprises, alors que ce qui doit faire que le travailleur trouve son compte, c'est que son patron doit lui payer un bon salaire. Le patron va vous dire que non, il n'y a pas une rentrée qui lui permette d'assumer ses charges. Donc ça pose problème. Bon, je vais m'arrêter pour revenir à la question. À la question du relâchement dans la lutte. Le doyen l'a dit, il est l'un des pionniers dans ce combat. Au Togo. Est-ce qu'il y a relâchement? L'État fait quand même au mieux qu'il puisse sur un plan donné. D'abord, sur le plan juridique, qu'on parle des textes et le cadre institutionnel, l'État est garant de ce secteur et il le fait bien. Aujourd'hui, quand on compare le Togo à certains pays, vraiment, sur le plan juridique, les bases sont posées. Les textes sont là. Les textes sont là. D'accord. Donc, ça veut dire que l'État a fait une partie. C'est concrètement la protection sociale dont je parle qui peut amener à résoudre ce problème. Aujourd'hui, on voit avec les cantines scolaires, ça répond vraiment à un besoin sur le terrain. Vous allez voir des enfants qui quittent sur 5 km. Le matin, ils viennent, ils doivent repartir à midi et revenir. Est-ce que vous pouvez faire ce trajet? Non. S'ils partent à midi, c'est qu'ils ne vont pas revenir. Et généralement, les parents n'ont pas les moyens. Donc aujourd'hui, avec les cantines scolaires, ça répond énormément. Donc il faut un programme qui réponde aux besoins. Il faut un programme qui réponde aux besoins. Il n'y a pas que les cantines scolaires. Même les programmes d'enseignement, il faut que les enfants se retrouvent. Qu'on sache que quand on va à l'école, même si à la fin on a le diplôme et qu'on n'est pas embauché, nous-mêmes on peut créer. Alors que dans notre système, on a l'impression qu'on nous forme. On a l'instruction. Voilà. Quand nous sommes allés sur le terrain dernièrement, que ce soit à Sokodé ou ici, il y a des moments qui nous disent honnêtement que si eux, leurs enfants, ils ne se gênent pas pour les amener à l'école, c'est parce que ils voient leurs frères qui sont allés à l'école, qui sont revenus, qui sont à la maison. Bon, pourquoi se gêner pour dépenser le peu qu'ils ont et amener les enfants à l'école? C'est vrai, c'est une erreur, mais ils se justifient à leur niveau. Donc il faut quand même qu'à un niveau, qu'il y ait une formation qui permette, quand vous sortez, que vous n'attendiez pas que quelqu'un vous embauche, mais que vous travaillez, que vous créez. Donc il faudrait une formation, il y a l'instruction, il y a l'éducation qui vous envoie en même temps sur le plan professionnel quand vous sortez. Donc à tous les niveaux, en tout cas pas seulement au Togo, il faut qu'il y ait un système de protection sociale.
Au Togo, on a la scolarité gratuite. Certains ne l'ont pas dans d'autres pays. Mais on va souhaiter que l'État, s'il a les moyens, qu'il continue, parce que ce n'est pas seulement la scolarité, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a les fournitures scolaires et tout ça qui rentre en jeu. Des programmes, voilà. Donc, il n'y a pas... Bon, je ne dirais pas qu'il y a un relâchement, mais peut-être c'est les moyens qui n'accompagnent pas. Parce que les acteurs, eux, ils sont là tous les jours sur le terrain. Les gouvernants accompagnent, mais les moyens ne sont pas vraiment... Les moyens sont limités. Alors, M. Mali, au vu des explications, est-ce que, par exemple, nos États n'ont pas trop tendu la main pour pouvoir prendre un financement pour commencer la lutte? Aujourd'hui, il y a le bâton qui revient vers eux parce que maintenant, il n'y a plus de financement de l'extérieur. Il faut que les États eux-mêmes sortent de l'argent. Oui, je crois que vous avez posé une belle question qui me permet très souvent d'abord de remettre un peu en cause l'aide que les organisations internationales et les gouvernements occidentaux apportent à nos pays africains. On ne nous a pas appris à ce que l'aide qu'ils amènent là nous permette d'éviter l'aide. Ça veut dire que normalement, on amène toujours les fonds. Nos pays tendent toujours la main. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui dise « je ne tendrai pas la main ». C'est ce qui, moi, me gêne très souvent, que nous avons depuis les indépendances, on n'a pas pris réellement nos responsabilités. Même pour engager une lutte contre le travail des enfants, il faut tendre réellement la main pour un financement. Il faut tendre la main. Je vous dis que dans la majorité des pays africains que je connais, c'est quand le problème du travail des enfants existait bel et bien avant les années 80. C'est quand le programme IPEC-BIT s'est mis en place dans le monde que j'ai vu les États se sont réveillés parce qu'il faudrait une organisation internationale arriver pour dire non, que ce soit l'organisation internationale qui vous dise qu'il y a un problème dans votre pays. Moi, lorsque tout à l'heure l'inspecteur disait que la pauvreté, pour moi des fois c'est comme si c'est un argument qui permet aux gens de se cacher pour ne pas assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas tous les pays, c'est pas tous les parents qui sont pauvres qui amènent leurs enfants au travail. Moi j'ai bien vu. Il faut revoir un peu, parce que si vous taquez tout sur la pauvreté, tant qu'on ne résoudra jamais la pauvreté, il y aura toujours le travail des enfants. Donc moi, personnellement, je crois que nous devons éviter, nos pays doivent faire un effort. Nos problèmes, c'est d'abord nos problèmes. Et il nous appartient de mettre tous les moyens en œuvre. Quand on dit qu'il n'y a pas de moyens, je sais que tout est priorité dans nos pays. Tout est priorité. Mais il faut que aussi nos pays voient la priorité des priorités. C'est quoi la priorité? Si on parle que l'avenir de ce pays est dans la main des enfants et des jeunes, donc automatiquement, il n'y a pas de programme pour ne pas dire que la priorité des priorités, c'est l'avenir de notre jeunesse. L'investissement dans la jeunesse. Et je crois que nos États auraient à gagner beaucoup plus, même si tout est prioritaire, à mettre les moyens pour permettre aux jeunes de mieux se former, et comme il a dit, et surtout aussi d'enlever dans l'esprit de la jeunesse que quand on sort, il faut forcément aller travailler dans les quatre murs et non pas vraiment se décider pour mettre. Moi-même, je sors des idées, des gens peuvent inventer, les gens peuvent entreprendre. Je crois que la formation même dont on parle aujourd'hui, on doit revoir cette formation pour permettre à ce que les jeunes, quand ils sont formés, qui ne disent pas il y a la fonction publique et il y a les entreprises privées. S'il y a des entreprises privées, pourquoi ne pas en créer soi-même? Mais aussi, je le dis très souvent, il faut que les banques, les institutions financières de la place acceptent d'avoir le courage de financer les meilleures idées d'entrepreneuriat qui existent. D'accord. Vous êtes sur Radio Djena dans l'émission Et nous. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le travail des enfants avec Cléophas Mali, directeur exécutif de WAO Afrique et ambassadeur national de la campagne Juste Part au Togo. Également avec nous, Laoutema Akapoui, l'inspecteur du travail, chef de la cellule nationale pour l'élimination du travail des enfants. Il est également responsable communication de la campagne Juste Part au Togo. On va revenir sur cette campagne-là qui a été
dénoncé pour pouvoir mettre un terme à la lutte contre le travail des enfants. Et vous êtes ambassadeur. Quel est votre rôle exactement, M. Mali? D'abord, je voudrais expliquer l'origine même de ce titre d'ambassadeur. D'accord. C'est que l'année 2021 a été déclarée internationale des Nations Unies de lutte contre le travail des enfants. Vous savez, d'ici 2025, il est programmé que l'on n'ait plus sur, dans le monde, le travail des enfants. 2025. D'ici 4 ans. Est-ce que c'est faisable? On vous a dit tout à l'heure 150 et quelques millions, et avec le on coronavirus. Le Togo avec 32%, puis la forme de travail, c'est oui, compliqué. Oui, comme on a dit qu'il n'y a pas de moyens, d'où est-ce qu'on va trouver les moyens pour les 32%? Donc, un certain nombre de sommités dans le monde, tels que le directeur général du BIT, le directeur de l'OMS, le président du Parlement international, etc., plusieurs personnes qui ont décidé de se mettre en coalition et de profiter de l'année internationale de lutte contre le travail des enfants pour pousser les États à aller plus en avant dans l'élan qu'ils font pour juguler le phénomène du travail des enfants. C'est pour ça qu'il a été mis en place, surtout par les lauréats de prix Nobel, et en particulier le leader de cette campagne, c'est le lauréat du prix Nobel 2014, Kalash Tiati, l'ancien président de Global March contre le travail des enfants. Donc c'est eux qui ont initié l'idée. Et ils ont mis sur chaque continent un bureau pour effectivement coordonner les actions au niveau de chaque continent. Pour l'Afrique, je rappelle brièvement que c'est le bureau à Nairobi, au Kenya. Et ils ont dit, puisqu'ils ne peuvent pas être loin et gérer cette campagne au niveau des pays, ils ont pensé chercher dans tous les pays du monde, dans chaque pays, un homme, un acteur avéré dans la lutte contre le travail des enfants. La chance a voulu, ou le hasard a voulu, que ce soit moi qui sois identifié comme ambassadeur national de la campagne. Au Togo. Au Togo. D'accord. Voilà. Donc et votre rôle, mon rôle, au fond, c'est de sensibiliser. D'abord, déguiser les bonnes volontés. Que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les syndicats, les élèves, les confessions religieuses, les médias que vous êtes, de mobiliser tout ce monde-là pour participer réellement à cette campagne, pour faire en sorte que vraiment nos gouvernements puissent décider de faire quelque chose cette année pour qu'on puisse en arriver en 2025 à l'élimination totale. Et donc la campagne, c'est sur combien de temps? La campagne, c'est pour cette année seulement, c'est uniquement 2021. Cette campagne se fera uniquement en 2021, mais l'élément principal, c'est d'organiser un sommet spécial du Parlement. Pas un sommet, mais une réunion exceptionnelle de notre Parlement sur la problématique du travail des enfants. D'avoir une session spéciale pour parler du travail des enfants, et le Parlement doit pouvoir faire des propositions concrètes au gouvernement pour demander au gouvernement de suivre cette proposition d'arriver à l'abolition du travail des enfants dans notre pays. Vous êtes certes l'ambassadeur national de Juste Pas au Togo, mais vous avez besoin également de personnes autour de vous pour pouvoir réussir. Et l'une de ces personnes, c'est M. Akako, qui est le chargé à la communication, bien le responsable de communication. Aujourd'hui, on va revenir un peu plus, avant de vous revenir, sur les actions que le Togo compte mener. On parle tout à l'heure de réunions parlementaires ou bien sessions parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, les parlementaires, les députés, se reconnaissent dans la campagne? À travers les actions de nos services, ils se reconnaissent, ils vont se retrouver. Je voudrais revenir sur la campagne elle-même. Juste Pas. Bon, en fait, dans le cadre de cette année internationale, il y a plusieurs initiatives. Parce que, vu que l'échéance 2025 est proche, il faut décupler les efforts. Donc, Juste Pas est mené par des leaders mondiaux, devant lesquels il a parlé du prix Nobel 2014. Il y a aussi l'Alliance 8.7, en fait un partenariat
mondiale d'acteurs étatiques et d'organisations internationales qui se sont mis aussi ensemble pour viser la cible 8.7 des ODD, qui aussi, avec le BIT, a demandé à chaque État et à chaque organisation, parallèlement à JustPar vient comme une action entre guillemets syndicale, demander aux acteurs de plaider pour un réengagement des États pour la cause des enfants. Mais avec l'initiative de l'Alliance, on demande à chaque État de s'engager pour une action qu'il va mener au plus tard jusqu'en décembre. Et aussi aux partenaires d'identifier aussi des actions, même si c'est de petites actions. Est-il que dans le cadre de cette année, vous avez posé cet acte qui va contribuer à atteindre l'objectif 8.7 en 2025. Donc pour le compte du Togo, on a choisi mener une campagne de sensibilisation sur la traite et le travail des enfants, couplée de vulgarisation du plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants et l'arrêté 1556 que nous avons adopté, que le ministre de la fonction publique a pris en 2020, qui détermine les travaux dangereux interdits aux enfants. Donc, dans le cadre de cette année, voilà l'engagement de l'État togolais pour, comme objectif, à atteindre cette année. Ça veut dire que si, au bout de cette année, nous avons pu mener cette campagne, nous sommes sûrs que cette campagne, les effets de cette campagne, c'est de booster l'effort mondial. De réanimer cette flamme-là, de lutte contre le travail des enfants. Les gens seront sensibilisés. Les documents de base seront distribués à tous les acteurs pour qu'ils sachent que hier, pas plus tard qu'hier, un collègue m'a demandé l'arrêter depuis Bassa parce que lui aussi veut animer des émissions pour sensibiliser. Il faut que les gens qui ne sont pas sensibilisés aient l'information. On le fait, mais il y a toujours des nouveautés. Il faut régulièrement sensibiliser et resensibiliser. Donc, c'est la part de l'État que nous allons mener. Donc, grâce à Expertise France et UNICEF, cette campagne, nous l'avons déjà lancée. C'est vrai que nous avons envoyé notre promesse il y a juste une semaine, mais le Togo s'était déjà engagé parce que nous savions que 2021 est une année internationale. Donc, il fallait mettre en place des activités. Alors, au niveau de JustPar, vous avez parlé de session parlementaire. J'ai posé cette question-là à M. Akeko, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que les parlementaires se retrouvent dans la campagne de lutte contre le travail des enfants? Oui, ils se retrouvent, je vais vous dire, sur le plan mondial, ils se retrouvent dans la mesure où le président de l'Union interparlementaire mondiale est membre de cette coalition mondiale. D'accord. Et il a pris toutes les dispositions pour envoyer une note à tous les parlements au niveau local, au niveau pays, pour que tous ces parlementaires puissent s'impliquer résolument dans la campagne de cette année. Et je vais vous donner un simple exemple. Pour le Togo, lorsque ma lettre de nomination en qualité d'ambassadeur pour la campagne au Togo est venue, nous avons envoyé cette information au Premier ministre, à la présidente de l'Assemblée nationale, au ministre du Travail. Donc c'est déjà une manière de les sensibiliser à l'existence de cette campagne. Et je tiens à vous dire quand même que la Première ministre a déjà donné une suite et a même donné son engagement à ce que le gouvernement utilisera tous les moyens à sa disposition pour booster le travail des enfants au Togo. Ça veut dire que effectivement, le gouvernement est même sensibilisé déjà à la campagne. Le Parlement le fera et il le fera plus le jour où nous allons pouvoir arriver à discuter avec eux de l'organisation d'une session spéciale. Oui, la session spéciale en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Au-delà de cette session parlementaire, quelles sont les activités prévues? D'autres activités sont là. Tout à l'heure, j'ai parlé de différentes sortes d'informations, de sensibilisation des groupes, des acteurs. Je prends par exemple l'exemple des médias. Nous aurons à travailler ensemble plus tard. Nous devons faire une séance de travail pour voir comment les médias peuvent être impliqués. Et ça, je n'en doute pas. Je connais la force des médias au Togo lorsqu'ils s'engagent pour quelque chose. Ça, je crois que c'est même le pied de la campagne au Togo.
Ensuite, il y aura une réunion avec le comité directeur de travail, avec lequel nous devons pouvoir les associer. Les jeunes devons travailler avec les jeunes et surtout les survivants. Ceux qui ont eu à travailler une fois et qui ne travaillent plus, parce que c'est eux qui seront nos porte-flambeaux, parce que c'est eux qui peuvent parler de leur expérience pour partager leur expérience avec tous les acteurs afin de remobiliser les acteurs en faveur de cette lutte. Donc, il y a plusieurs actions. Malheureusement, je peux dire, des actions d'envergure auraient pu se faire, mais avec le coronavirus et les mesures barrières, les dispositions interdisant des grands regroupements, je crois que ça, c'est des effets qui vont empêcher des actions de grande envergure. Mais je crois qu'en utilisant les médias, parce que moi, j'ai déjà informé les organisateurs sur le plan international pour leur dire la meilleure des voies que nous pourrions utiliser aujourd'hui au Togo, c'est les médias. La preuve, c'est ce que nous sommes en train de faire. Puisque les rencontres physiques ne sont pas tellement en train de le faire dans vos studios aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes le premier média avec lequel nous parlons de cette campagne aujourd'hui. D'accord. Merci également. C'est un plaisir d'accompagner cette lutte-là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des survivants. La campagne Juste Part, c'est veiller également à ce que les survivants parlent de leur expérience. Il y a également Juste Part des budgets, Juste Part des lois, Juste Part de protection. Expliquez-nous ces 3 points-là. C'est les 3 points sur lesquels la campagne de la société civile doit mettre un accent particulier. Juste Part de budget, par exemple. C'est que on a l'impression que lorsqu'on dégage des fonds pour intervenir dans nos pays, très souvent, on oublie, on parle de groupes vulnérables, mais très souvent, on ne met pas en compte les enfants travailleurs. Je veux dire, le Togo a fait beaucoup d'efforts. L'année passée, on a beaucoup crié sur c'est quelque chose de solidarité. Comment on appelait ce prêt? C'est même pas un prêt. On donnait de l'argent aux groupes vulnérables. Mais personne n'a donné de l'argent aux enfants travailleurs. Lorsque le coronavirus est arrivé. Le coronavirus est arrivé, Novici, c'est ce que nous disons. Bon, le gouvernement dit, puisqu'on donne à la maman et au papa, ça veut dire automatiquement l'enfant également est touché. Je vais vous dire non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certains enfants qui ont quitté complètement leur foyer. Okay. Et ils sont dans les rues, ils sont au marché, ils ne donnent plus à la maison. Ce que nous disons, c'est que personne n'est allé vers ces groupes cibles très vulnérables. Et nous voulons éviter qu'ils ne soient mis à l'écart. Il faut maintenant que quand on fait quelque chose, qu'il faut toujours tenir compte de ces catégories d'enfants. Et je crois que mon ami inspecteur lui-même, il est là, ça a lui de nous dire ce qu'eux-mêmes ils entendent faire les stratégies, les stratégies qu'ils ont mis en place. Dans le plan d'action, nous sommes contents le gouvernement ait élaboré un plan d'action, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on mette les moyens pour la mise en œuvre de ce plan. Moi, ce n'est pas le faire. C'est vrai, on chante, c'est vrai, quand j'entends dire le gouvernement a un plan d'action, c'est vrai, on dit plan d'action. Et pour qu'il y ait action, il faut des moyens. Et je souhaite vivement que le gouvernement puisse réellement financer à 100%, pas tendre la main à un pays ou tendre la main à une institution forcément pour financer ce plan d'action. Je le souhaiterais. Alors, l'autre point, Juste Part des lois, de quoi s'agit-il au niveau de la campagne? Les lois. Nous devons demander. Par exemple, je crois que le Togo n'a pas encore ratifié la Convention 189, par exemple, sur le travail domestique. C'est, par exemple, s'il y a des lois qui ont été ratifiées par notre pays, il faut mettre l'accent pour qu'elles soient mises en œuvre. Parce qu'il y a ratifié, il y a aussi mise en œuvre. Et c'est souvent, ce n'est pas seulement le problème du Togo, c'est la plupart des pays africains. Un problème général. Ils ratifient, mais ils ne mettent pas les moyens pour permettre à cette loi d'être vraiment bien appliquée. Et ensuite, les lois que le gouvernement n'a pas encore ratifiées, les conventions qu'il n'a pas encore ratifiées, il faudra les pousser. Je crois que la convention, c'est 129 ou 29. C'est 29, la convention 29. 29, justement. Je crois que c'est des trucs sur lesquels nous devons pousser le gouvernement et par intermédiaire de l'Assemblée nationale, pousser le gouvernement à vite les ratifier. D'accord. Le troisième point de cette campagne, c'est la protection. Voilà, notre ami en a vraiment parlé tout à l'heure. Surtout avec l'Alliance 8.7. Et puis
aussi, on le dit, hein, c'est vrai, la protection sociale, c'est l'une des solutions clés pour permettre à tout le monde d'être atteint. Et je crois que notre pays est sur le bon chemin. Je n'ai pas l'habitude d'apprécier, mais quand j'apprécie, c'est que j'ai jugé du fond de mon cœur qu'il y a un effort qui vraiment se fait. Je crois que ça, sincèrement, en tant qu'organisation de la société civile, c'est pas chaque fois qu'il faut critiquer. Quand le gouvernement fait quelque chose qui est bien, il faudra vraiment l'apprécier. Et je crois que notre pays est sur vraiment la bonne voie. Il faut l'encourager. Et je continue à dire, il ne faut pas qu'il attende que des fonds viennent de l'extérieur pour faire une couverture générale. Alors, Monsieur Akapo, quelle stratégie, la direction du travail, et puisque vous êtes le responsable de la cellule pour l'élimination du travail des enfants, quelles sont les stratégies à mettre en place pour éliminer effectivement le travail des enfants? Ok, quand vous me posez la question, il y a une idée qui me vient. Je voudrais passer par votre média pour que mon idée soit comme un appel, surtout aux femmes. Je me souviens en 2017, il y a eu la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel en Côte d'Ivoire, où nous étions, et dans les discussions, on avait sorti une phrase pour dire ce que femme veut, l'homme le fait. C'est pour paraphraser ce que femme veut, Dieu veut. Oui. Pour dire que les femmes sont les mères. C'est elles qui voient le plus la souffrance de l'enfant. Même si ce n'est pas votre enfant personnel, vous devez être touché par la question de l'enfant. Et qui mieux qu'une femme sous l'oreille pour parler à l'homme qui est parfois le décideur. Dans nos pays, c'est souvent les hommes qui sont les décideurs. Donc, c'est comme un appel pour dire que il n'y a pas de stratégie qui ne mette pas en place tous les acteurs. C'est tout le monde qui doit contribuer. Si aujourd'hui vous avez une relation et vous lui parlez pour qu'il réagisse favorablement, c'est déjà un grand pas. C'est peut-être même ces acteurs de l'ombre qui vont faire que... Qui vont impacter la lutte. Sinon, à notre niveau, au niveau du ministère de la fonction publique, j'avoue que le plan qui a été adopté, qui est un plan national, est le fait de la concertation de tous les acteurs, gouvernement, syndicats, employeurs, y compris même les ONG. Donc c'est dire que dans l'esprit de la conception de ce plan, ce n'est pas seulement le gouvernement qui va le financer. C'est un idéal et nous le souhaitons. Mais pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est continuer par tendre la main, autant que faire se peut, parce que c'est les partenaires du gouvernement. Puisque c'est nos partenaires, s'ils ont les moyens pour nous aider, on va saisir et avancer. Mais je pense que chaque fois que nous nous levons, il y a des petits bons qui se font. On peut espérer que demain déjà, que dans le budget 2022, qu'il y ait une ligne qui soit dégagée pour la lutte contre le travail des enfants. En commençant par là déjà, on sait qu'on est sur la voie. Donc, on est en train de faire le plaidoyer pour que ça soit effectif. Donc, nous espérons que d'ici 2022, il y aura un grand changement. Mais je veux vous rassurer que la ressource humaine est disponible et dévouée à la cause. Vous allez voir dans des inspections du travail, des services qui n'ont pas les moyens de déplacement, où les inspecteurs prennent leurs moyens de déplacement pour aller sur le terrain, constater l'application effective de la loi, y compris l'utilisation des enfants. Donc, ça veut dire que l'État a formé des gens qui sont disponibles. C'est juste une question de moyens pour pousser et que la lutte soit parfaite. D'accord. Alors, M. Malik, quelle réponse à ce phénomène de travail des enfants? Moi, comme il a dit, je crois que notre pays, au-delà de ce que nous avons parlé, de loi, de promotion de l'éducation, de faire en sorte qu'il y ait moins de demandes sur le phénomène, je vais aussi profiter
pour mettre un accent particulier sur la femme, parce que je sais le rôle que joue la femme dans toutes choses dans le monde. Et si le gouvernement va continuer, parce que je sais que ces 5 dernières années, un effort a été fait vraiment pour donner des crédits aux femmes. Et ma conclusion est très souvent aussi pour lancer un appel au gouvernement, c'est de continuer dans ce sens. Parce que mon constat personnel, c'est que là où la femme africaine est active, la pauvreté recule. Comme il a parlé de pauvreté, je sais que le seul groupe capable de lutter contre la pauvreté pour mettre fin au travail des enfants, c'est dans la main des femmes. Et je crois que c'est un outil que le gouvernement a. Il suffit de mettre des moyens adéquats à la disposition de ces femmes, de les aider pour développer leur activité économique. Je vous assure que nous verrons le travail des enfants reculer dans notre pays et pourquoi pas sur le continent africain. Alors, M. Akapo, pour finir, qu'est-ce qui peut bloquer cette campagne? Bon, vous le savez, c'est les moyens. En tout cas, la ressource humaine est disponible, mais il faut un accompagnement en termes de ressources financières. Donc, nous travaillons avec, en tout cas, à notre niveau, par rapport à la campagne que nous avons commencée, nous espérons que les partenaires vont continuer par nous soutenir et nous allons la réaliser. Mais nous aimerions faire plus dans le sens de toucher même les élus locaux aujourd'hui. Parce que aujourd'hui que nous avons des communes où il y a des maires dans chaque localité, il vaut mieux commencer par s'appuyer sur ces acteurs qui peuvent facilement, puisqu'ils sont au contact des populations, qui peuvent facilement mener des actions pour que ce phénomène puisse trouver comme un début de solution. Donc, nous allons continuer. Voilà. Alors, M. Mali, au niveau de la campagne Juste Part, est-ce que vous pensez qu'il y aura des obstacles? Non. Je crois que si tout le monde comprend l'importance de la lutte contre le travail des enfants, moi je ne vois pas là où il peut y avoir d'obstacles. Je suis même content, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement, à travers le Premier ministre, est déjà engagé pour tout faire pour lutter contre le travail des enfants. C'est déjà cet engagement nous disent que nous avons la porte ouverte, nous avons déjà le soutien du gouvernement, nous avons le soutien du Parlement et en particulier le ministère du Travail, et qui nous a permis de collaborer avec la Direction générale du travail. Moi, je ne vois pas là où nous... Bon, les obstacles, peut-être ça peut venir, mais pour l'instant, je ne vois pas un seul obstacle devant nous qui puisse nous empêcher d'aboutir à ce que nous sortions quelque chose de vrai pour que les enfants qui sont au travail ou d'autres qui ne sont pas encore au travail de venir grossir les rangs de ces catégories d'enfants. Merci beaucoup, M. Mali, Cléophas Mali, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi également. Alors, M. Akapo Laoutema, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau également. Le plaisir est partagé. Chers auditeurs, ainsi s'achève le nous d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. La lutte, c'est également notre part. Tout le monde peut contribuer à mettre un terme à la lutte, au travail des enfants, et donc agissons ensemble. Je suis Diboli Edwige Apedo. Merci à la réalisation technique. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de votre émission et nous sur Radio Diena.